messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 16 février. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame ivoirienne, vient de signer un accord avec l'Institut de l'Université de Chicago. Une enquête sur le travail des enfants dans la cacao-culture est envisagée. 13 partis politiques et le collectif de la société civile demandent une réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. Ils revendiquent une nouvelle institution conforme aux règlements internationaux, une CEI qui applique l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous irons à Bacha, village de la sous-préfecture de Grand-Bérébi, dans la région de San Pedro. Des praticiens donnent du sourire aux personnes souffrant de tout type de fractures, d'entorses, de foulures. Le traitement ne dure que quelques mois et les patients repartent satisfaits. Enfin, en Turquie, la justice condamne à la prison à vie 6 journalistes. Ils sont accusés d'être impliqués dans la tentative de coup d'État de 2016. Le verdict et le déroulement du procès sont critiqués par les défenseurs de la liberté de la presse. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par la lutte contre la traite et le travail des enfants qui se renforce ici en Côte d'Ivoire. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara, vient de signer un accord avec l'Institut oriental de l'Université de Chicago. Une enquête sur le travail des enfants dans la cacao-culture en Côte d'Ivoire sera menée selon les thèmes de cet accord. Mama Traoré, Jérôme Kofi-Abolin. L'exploitation et le travail des enfants, le comité national de surveillance que préside la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, va bénéficier de la collaboration de l'Institut Nord de l'Université de Chicago aux États-Unis. Un accord dans ce sens entre les deux parties vient d'être signé. Il ouvre ainsi la voie à 12 mois d'enquête sur le travail des enfants dans la cacao-culture en Côte d'Ivoire. L'enquête sera financée par le ministère américain du Travail. La signature de cet accord aujourd'hui réaffirme notre engagement à travailler ensemble et à faire le nécessaire pour veiller à ce que les enfants ne soient pas exploités ni mis en danger dans la production du cacao. En saluant cette collaboration, la présidente du Comité national de surveillance, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a bon espoir quant aux résultats de cette enquête. Je reste convaincue que grâce à cet accord, nous parviendrons à travailler dans un cadre de collaboration clairement défini qui nous permettra d'obtenir une représentation plus fidèle de la prévalence des enfants encore victimes des pires formes du travail des enfants dans la cacao-culture. Les résultats de cette recherche, ses conclusions et ses recommandations pourront ainsi nous aider à orienter nos campagnes de sensibilisation en direction des parents afin de leur expliquer que les enfants sont autorisés à faire des travaux légers, dits socialisants, mais non des travaux dangereux qui mettent en péril leur santé et leur survie. Soulignons que cette enquête découle de la mise en œuvre du protocole Akin-Ingel, protocole visant à réduire de 70% les pires formes de travail des enfants dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana d'ici à 2020. Le bien-être des enfants préoccupe la Fondation Children of Africa, dirigée par la première dame ivoirienne. La Fondation totalise aujourd'hui 20 ans d'activité. L'anniversaire sera célébré. Les grandes articulations des festivités ont été annoncées aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Entre autres activités, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, construit par la Fondation Children of Africa, sera inauguré. Mama Traoré pour le reportage. L'aventure de la Fondation Children of Africa débute en 1998 avec comme cœur de cible les enfants en situation difficile. Chemin faisant, la première dame Dominique Ouattara décide d'étendre les actions de sa fondation aux femmes. 20 ans après le bilan est notable, Children of Africa est devenu une référence dans le domaine de l'humanitaire. En 2016, nous avons lancé le projet de construction de 3 maisons d'accueil pour enfants en détresse dans les villes de Soubré, Ferkességuédougou et Boaki. Grâce au gala de mars 2016, 1001 nuits pour 1001 cœurs, nous avons achevé la construction du premier centre d'accueil de Soubré qui sera inauguré dans le courant de cette année et les travaux des 2 autres centres vont démarrer aussitôt.
Aujourd'hui, nous sommes très heureux et fiers de vous annoncer que l'hôpital mère-enfant achevé sera inauguré le 16 mars. Ce même jour, la Fondation tiendra son traditionnel dîner-gala. Baptisé Afrique féerique, ce 4e dîner-gala sera le lieu de mobiliser des fonds pour son prochain grand chantier, à savoir la construction d'un groupe scolaire dans la commune d'Abobo. L'édifice comprendra 2 écoles primaires et une maternelle pour un effectif d'environ 700 élèves. Pour le réaliser, la Fondation Children of Africa compte sur la générosité des artistes de renom et des invités de marque attendus à cette cérémonie. Dans l'actualité politique ivoirienne, 13 partis politiques en accord avec le collectif de la société civile demandent une réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. Ils revendiquent une nouvelle institution. L'opposition demande l'application de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur cette réforme. On en sait plus avec notre reporter Gabriel Zani. 13 partis politiques, un collectif de 7 organisations de la société civile demandent l'application de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, KDHP, sur la réforme de la Commission électorale indépendante. Cet arrêt, rendu en 2016, demande une refonte de la CEI. L'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples nous donne une nouvelle opportunité pour avoir une CEI consensuelle entre la société civile, les partis politiques d'une part et d'une autre part, l'État de Côte d'Ivoire. Pour l'opposition, la durée des mandats de la CEI pose problème. Nous avons une organisation commune, nous voulons lui donner des règles consensuelles. C'est vrai qu'elles ne peuvent pas être bonnes, c'est vrai qu'elles peuvent ne pas être les meilleures, mais si on s'entend tous sur ces règles-là, elles marchent bien et tout le monde y fait confiance. L'autre question abordée à la conférence de presse, le nombre des membres de la commission centrale de la CEI. Ils sont 17, dont 4 membres issus de la coalition au pouvoir, 4 de l'opposition, 4 de la société civile et 5 des institutions de la République. Pour l'opposition, ce sont les 5 membres des institutions de la République qui créent le déséquilibre de la CEI. Elle propose donc 13 membres. L'opposition ivoirienne propose une CEI équilibrée entre les partis politiques et la société civile, sans une surreprésentation de la coalition politique au pouvoir. L'opposition reste ouverte au dialogue avec le pouvoir. Des discussions sur la réforme de la Commission électorale indépendante entre le pouvoir et l'opposition avaient déjà eu lieu en 2016. Et justement sur la question de la légitimité de la CEI, la Commission électorale indépendante, je vous propose maintenant la réaction du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était lors de sa conférence de presse tenue mercredi dernier. Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire ont été consultés. Des discussions ont eu lieu avec nous tous. Et le NDI est même venu au plus haut niveau et a eu des audiences avec les présidents de tous les partis politiques. Après, a même rencontré le président de la République pour faire part de ses recommandations et a indiqué comment est-ce que la CEI devait être décomposée entre les 3 tiers, etc. Et c'est consensuellement, avec tous les partis politiques, je tiens encore à le dire, que la CEI actuelle a été mise donc en place. Donc, il faut le savoir. Alors, la Cour africaine des droits de l'homme, je vous invite à aller voir comment est-ce que ce jugement est arrivé et par qui la plainte donc, a été posée. Ceci étant, le président de la République a décidé qu'il y ait un dialogue politique. Bon, ça, il se fera. Mais sachez que la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, à la date d'aujourd'hui, est le fruit d'un consensus politique entre tous les acteurs politiques avant donc, les dernières élections présidentielles, et cela a été fait avec le NDI ici en Côte d'Ivoire qui a rencontré tous les acteurs. C'est important de le savoir parce que les gens parlent comme si c'était une CEI où le gouvernement s'était enfermé un jour en Conseil des ministres et avait pris donc un décret portant composition donc, de la CEI. Vous vous souviendrez d'ailleurs que même quand la CEI, après, avait été adoptée sur la base de ces recommandations, l'opposition donc, a encore protesté. Nous avons dû revenir faire des amendements sur la CEI qui avait été adoptée de manière consensuelle en créant des postes, y compris de vice-président, etc., pour permettre d'avoir un consensus complet.
Je vous conduis maintenant dans les locaux de l'École nationale d'administration, ENA. L'ambiance, vous allez le voir, était bon enfant. La 52e promotion de l'école, baptisée Promotion Henriette Dagri-Diabaté, du nom de la grande chancelière, a fait sa sortie officielle. La promotion, composée de 367 élèves fonctionnaires, dont 85 femmes, ont promis de servir l'administration avec probité, rigueur et excellence. Issa Tchonoyeo. Probité, rigueur et excellence. C'est sous ce triptyque que 367 élèves issus de la 52e promotion baptisée Henriette Dagri-Diabaté de l'École nationale d'administration ENA vont effectuer leur entrée à la fonction publique. Après 2 ans de formation, ils sont prêts à servir l'administration ivoirienne. Une cérémonie de baptême marquée par la prestation de serment et la remise des diplômes aux meilleurs des cycles moyens supérieurs et supérieurs. C'est un honneur et un privilège pour nous de porter le nom de la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, dont on connaît l'histoire et la carrière professionnelle. Nous espérons que ça va nous guider dans toute notre carrière professionnelle. Ce fut quand même 2 belles années, mais des années difficiles. Et nous arrivons au bout du tunnel. Et nous pensons que nous pourrons servir l'administration. Donc nous avons tous les atouts maintenant et nous sommes prêts à nous battre pour la nation ivoirienne. Pour la directrice générale de l'ENA et le ministre de la fonction publique, la formation reçue par les élèves est de qualité. Ces élèves disposent désormais des savoir-faire et des savoir-être nécessaires pour servir avec efficacité l'administration publique pour laquelle ils ont été préparés. Il est de votre devoir de participer à l'émergence de l'Ivoirien nouveau, comme souhaité par le président de la République, en étant des fonctionnaires nouveaux. Ayez la pleine conscience que vous êtes au service des usagers. La Côte d'Ivoire émergente a besoin d'un Ivoirien nouveau, débarrassé de tous les mauvais comportements, pouvant entraver la bonne marche de l'administration. Chacun de nous peut dire: la corruption ne passera pas par moi. Le népotisme ne passera pas par moi. Le tribalisme ne passera pas par moi. Et maintenir ainsi inviolé le poste dont il sera le gardien des valeurs. La passation des flambeaux à la 53e promotion et un défilé des 52e et 53e promotions des élèves et d'un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, ont marqué cette cérémonie. Au niveau de l'enseignement supérieur, bientôt un centre consacré au changement climatique va voir le jour à Bingerville. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Liramata Bakayoko, a posé la première pierre des centres d'excellence africains sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable ce matin même. Les travaux financés par la Banque mondiale vont coûter 720 millions de francs CFA. Sephora Zegui, Patricia Obretia. Un coup de truelle pour lancer les travaux de 2 bâtiments au profit de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et du pôle scientifique et d'innovation de Bingerville. Ces bâtiments viennent augmenter les capacités d'accueil du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. Ces bâtiments, composés essentiellement de salles de cours, de laboratoires et de bureaux, seront à terme dotés d'équipements modernes afin d'offrir aux enseignants-chercheurs et aux étudiants un cadre de travail plus adapté aux ambitions du centre. Je veillerai avec le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny et toutes les parties impliquées à ce qu'il nous soit livré des bâtiments aux meilleurs standards dans le délai de 10 mois imparti. La Côte d'Ivoire abrite 3 centres d'excellence africains grâce à un financement octroyé par la Banque mondiale à hauteur de 720 millions de francs CFA. En investissant dans les institutions d'enseignement supérieur, la Banque mondiale veut, à travers la formation et la recherche, soutenir durablement le développement technologique des pays à travers l'accroissement des ressources humaines. En appuyant le développement des centres d'excellence en Afrique, la Banque ambitionne d'atteindre l'objectif de réduire la pauvreté à travers la formation de cadres hautement qualifiés qui puissent soutenir le développement et réduire l'écart technologique qui est un impératif pour le développement de nos pays d'Afrique.
Les centres d'excellence africains sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable forment les étudiants et enseignants-chercheurs sur les questions liées à la production alimentaire, en eau et en foresterie, entre autres. Le pôle de Dakar, qui est un institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO, a procédé au lancement d'un nouveau programme d'appui au pilotage de la qualité à l'enseignement de base. Le but est de renforcer les capacités des structures en charge de l'éducation dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Christian Mondé, Issa Tchonayo. En Afrique subsaharienne, selon l'UNESCO, 60% des enfants n'atteignent pas un niveau de connaissance conforme à leur niveau de scolarité. Les raisons: l'extrême pauvreté qui touche 50 à 60% de la population, des programmes scolaires peu articulés et peu adaptés aux réalités sociales et la récurrence des grèves des enseignants. Pour faire face à ces défis, un programme d'appui à la qualité de l'enseignement est lancé pour 6 pays subsahariens. Une initiative du pôle de Dakar, Institut international de planification de l'éducation. L'objectif, c'est d'aider les États bénéficiaires à mettre en place des mécanismes pour le pilotage de la qualité de l'éducation. Les pays s'engagent à ce que tous les enfants puissent aller à l'école, mais également qu'ils puissent acquérir des connaissances et des compétences. Et donc on va un peu déplacer cette question de simplement mesurer les acquis et interroger dans quelle mesure ça influence les apprentissages dans les classes. Ce programme d'appui va renforcer les actions déjà faites par le gouvernement ivoirien. Nous nous efforçons de mettre en œuvre des mécanismes d'évaluation et de promotion. Nos démarches doivent toujours être affinées pour atteindre le niveau d'efficacité souhaité. L'Institut international de planification de l'éducation est créé depuis 1963. Son programme d'appui est financé à plus de 4 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement, l'AFD. Le pôle de Dakar vise à identifier dans chaque pays les profils adéquats pour former les équipes techniques nationales. Marquons maintenant un arrêt à Bacha, village de la sous-préfecture de Grand Bérébi dans la région de San Pedro. Vous allez le voir, des praticiens donnent du sourire aux personnes souffrant de tout type de fractures, d'entorses ou de foulures. Le traitement ne dure que quelques mois et les patients repartent satisfaits. Sam Conan, Hugues Véblé pour le témoignage. Sous-préfecture de Grand Bérébi, Bacha. Ici, de nombreux accidentés reprennent goût à la vie après 4 à 5 mois de traitement en fonction de la gravité de la fracture. Le sauveur, le guérisseur en chef, c'est lui. Il y a eu le patriarche qu'il a fait à son temps. C'est après son grand frère que lui, il est en train de soigner. À la tête d'une équipe composée de jeunes du village, il soigne, répare les membres endommagés au cours d'accidents. Mais tenez-vous bien, la radiographie est exigée. Quand un malade arrive comme ça, on lui dit d'aller faire la radio. Et c'est par rapport à la radio qu'on essaie de localiser le mal. Je n'ai pas fait de médecine moderne, mais je suis un praticien. Je travaille avec des gens que vous ne pouvez pas voir, que moi je vois. Il y a des gens, quand je les regarde, si je ne peux pas, je leur dis je ne peux pas. Les victimes viennent de partout, toutes attirées par la réputation de Bacha, village de la tribu Wanyé. Je viens de Bleulequin. Moi, je suis une commerçante de pain, bananes, en brousse. Je suis allée chercher une moto pour aller chercher une voiture pour faire sortir ma banane. C'est dans ça maintenant, les 2 motos, il y a eu croisement. Et moi, il y a eu fracture sur mon pied. J'ai fait 2 jours à Djoula à l'hôpital. Après ça, on m'a envoyé dans un village pour me soigner. J'ai fait 7 mois là-bas. La dame m'a soigné, mon pied il était très bancal. Quand il marche, je sentais toujours les douleurs. Donc ça, ma petite soeur m'a appelé, comment ça allait, m'a demandé, il dit non, ça ne va pas. J'ai dit bon, viens me voir à San Pedro. J'ai été envoyé dans un village qu'on appelle Bacha. Cette baraque sert de clinique. La préparation du médicament est l'affaire des assistants qui obéissent à un rituel précis. Dans la salle de soins, le malade obtient le traitement approprié, interdit d'y entrer sans l'accord du patriarche et avec des chaussures. 5 personnes assistent le praticien. On soigne le lundi et le vendredi. C'est 2 jours qu'on prend pour travailler dans la semaine. Ça me fait maintenant 6e mois qu'on est là. Depuis à l'hôpital de San Pedro,
Et on m'a dit non, il y a un village qu'on appelle Batcha. Et depuis les 4 mois maintenant, j'ai commencé à marcher sans les bois. Voilà. Et le bien, c'était temps vraiment, je me promène dans le village comme je veux, je rentre quand je veux. Et on dirait que je n'ai jamais fait d'accident. Les nombreuses personnes traitées ici ne manquent pas d'être optimistes après les premiers soins. C'est mon moto qui est venu me coincer. C'est un pied cassé. Le pied cassé, mais le pleur est venu sur le genou. Côté cassé est fini, ça laisse côté pleur. Pour que je puisse pouvoir prier mon pied comme avant. Mais il n'y a pas d'abord, mais grâce à Dieu, à les parents, ça va un peu mieux. Batcha reçoit par mois en moyenne 15 blessés. Gîtes couverts sont offerts à ceux qui doivent résider sur place et à leurs accompagnateurs. J'étais à Abidjan. Bon, on m'a appelé que mon fils a fait accident. Je suis venue. On nous a bien cueillis. On nous donne à manger, en tout cas. Tout ce qu'on veut, on nous donne. C'est mon fils que j'avais accompagné. On est encore là, il nous a accueillis bien. Ce sont mes parents. Le traitement, c'est ce que la tradition demande qu'on fait. Quand un malade arrive, on lui dit par exemple, avant d'entrer en brousse, il faut un liqueur, le vin, et un peu de sucrerie. Souvent, il y a des malades qui viennent seuls, sans femme ni frère, mais on les prend en compte. En retour, ce que tu as, tu donnes. Nos préoccupations, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas aussi du courant. Donc nous aussi, on a aussi besoin de ça. San Pedro, de retour de Batcha, escale au centre hospitalier régional en quête d'un médecin. De nombreuses questions nous taraudent l'esprit, comme celle-ci. L'efficacité de la médecine traditionnelle est-elle avérée dans la guérison des fractures? Et je pense que le malade qui va chez le praticien, il est mieux placé pour répondre à cette question. Avant même la médecine moderne, il y a quand même la médecine traditionnelle qui existait. Donc je ne peux pas balayer du revers de la main la médecine traditionnelle. Mais moi je reconnais que ça existe. Mais ce n'est pas à moi d'éprouver l'efficacité de la médecine traditionnelle. Sur la question de la collaboration entre médecine traditionnelle et moderne, la réaction du praticien. Il y a des malades, par leur propre volonté, ils nous demandent s'ils peuvent partir, si on peut les libérer pour aller faire un traitement traditionnel. Bon, nous leur disons qu'il n'y a pas de problème. C'est un choix, hein. Le malade il est libre d'aller. Mais je tiens à préciser qu'il y a des praticiens aussi qui sont bien. Quand les malades vont là-bas, ils leur disent carrément ça là, je ne peux pas, il faut aller à l'hôpital. Et ils insistent, praticiens ou médecine moderne, c'est de pouvoir guérir le malade, ce qui est important. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas nous entendre pour le faire dans le bien-être du patient? En attendant, dans la région de San Pedro, pour tous ceux qui choisissent de se confier à la médecine traditionnelle pour le traitement de leurs fractures, et ils sont nombreux, le village de Batcha reste une référence. Voilà, Batcha, un village à la pointe du traitement des fractures, un sujet réalisé par Sam Conan et Hugues Hervé Blé. En 2017, le plan stratégique de la Direction générale du budget et des finances a été exécuté à hauteur de 85%. Un résultat satisfaisant et la Direction générale du budget et des finances s'en félicite. Mais elle ne s'en contente pas pour autant. Des défis restent à relever. Pour 2018, l'accent sera mis sur la réforme des finances publiques. Mama Traoré, Jean-Jacques Ouami. Ce n'est pas une régie financière, mais la Direction générale du budget et des finances est au cœur de la gestion des finances publiques. C'est elle qui a pour mission d'élaborer et de suivre l'exécution du budget de l'État. En 2017, malgré les chocs internes et externes connus par l'économie nationale, la société dirigée par Seydou Traoré a exécuté à plus de 85% les mesures de son plan d'action stratégique. En ce qui concerne la gestion budgétaire 2017, la mise en œuvre rigoureuse de la régulation budgétaire et le bon suivi de l'exécution ont permis de contenir les dépenses de l'État dans la limite des prévisions. Concernant le budget de l'État pour l'année 2018, après son adoption, il a été mis en place dès le 8 janvier 2018, ce qui est une grande première pour notre pays. Satisfaite du travail abattu en 2017, la tutelle que le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État rappelle que l'exercice budgétaire 2018
rime avec de nombreux défis à relever. Nous avons obligation de faire en sorte que, dans une symbiose d'action, nous puissions offrir aux autorités les résultats qu'ils attendent de nous, c'est-à-dire une gestion budgétaire efficace, une gestion budgétaire transparente, une gestion budgétaire qui permet à l'action gouvernementale d'offrir à la population ce qui est nécessaire dans le sens de l'amélioration de son bien-être. Dématérialisation des opérations de participation des marchés publics, mise en œuvre de la réforme des finances publiques sont entre autres les grands chantiers qui attendent la Direction générale du budget et des finances en 2018. La Direction générale du Trésor public initie une rencontre pour réfléchir à la mise en place de nouveaux mécanismes de mobilisation de recettes intérieures. Le Trésor public veut contribuer efficacement au financement du budget de l'État cette année en optimisant les recettes non fiscales. Et cette année 2018, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique va mobiliser 1310 milliards de francs CFA sur les marchés monétaires et financiers. Au niveau agricole, le PESAC, projet d'appui au secteur agricole financé par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et l'Agence française de développement tire à sa fin. Mais avant l'échéance, le coordonnateur du projet fait ici à Abidjan le bilan de ses activités. Raphaël Amari a annoncé que plus de 156 000 petits exploitants agricoles ont bénéficié de retombées du projet, soit 87% de l'objectif global du projet. L'enseigne Bakayoko pour les explications. Le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire PESAC, mis en place en novembre 2013, vise à appuyer les filières d'exportation que sont le cacao, l'EVA, le palmier à huile, le coton et l'anacarde. À 4 mois de la fin des opérations, le bilan est plus que satisfaisant. À ce jour, nous avons 156 624 exploitants qui ont bénéficié directement du projet, soit à 87%. Et dans ces 87%, 12% sont des femmes. En ce qui concerne la productivité agricole, plus de 47 000 hectares de plantations ont été créés avec du matériel végétal amélioré. Quant à l'accès au marché, environ 3 700 km de pistes ont été réhabilitées sur les 6 000 prévues. Sur le plan économique, la réhabilitation a permis une évacuation plus facile de la production. Les pertes de récolte qu'on constate souvent jusqu'à 30% de perte de récolte, tout ça a été minimisé. À ce jour, 16,5 milliards ont été mobilisés par l'ensemble des filières, soit 78% de réalisation de l'objectif du projet. À la dernière revue du portefeuille de la Banque mondiale a dit clairement que le PESAC, au vu de ses performances et de ses taux de décaissement, était le projet qui tirait le portefeuille de la banque vers le haut. Le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire a pour objectif la facilitation de l'accès aux technologies et aux marchés, tout en améliorant la gouvernance des filières sélectionnées. Le coût global du projet est de 75 milliards de francs CFA. À l'étranger, en Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa a prononcé devant les députés son premier discours à la nation. Le successeur de Jacob Zuma promet un nouveau départ pour son pays. Il promet donc de s'attaquer à la corruption. Il veut redresser les entreprises au public et compte pour cela travailler très dur pour ne pas décevoir le peuple sud-africain. Notez que Cyril Ramaphosa a succédé à Jacob Zuma, qui a finalement démissionné mercredi sous la menace imminente d'une motion de défiance déposé par son parti, l'ANC. Enfin, pour l'actualité, en bref, je vous conduis aux États-Unis, en RD Congo et en Turquie, où la justice a condamné à la prison à vie 6 journalistes. Ils sont accusés d'être impliqués dans la tentative de coup d'État de 2016. On en sait plus avec Onaté Moussa. Selon l'ONU, les ADF, Forces armées démocratiques, groupes rebelles d'origine ougandaise, sont les auteurs de l'attaque contre la MONUSCO à Beni, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette attaque, il y a 2 mois, a coûté la vie à 15 casques bleus tanzaniens. Les conclusions de l'enquête spéciale sur les circonstances de ce drame sont toujours attendues. Un tribunal turc a condamné vendredi à la prison à vie 3 journalistes de renom. Ils sont accusés de lien avec le coup d'État manqué du 15 juillet 2016 contre le pouvoir Erdogan. Les journalistes nient toute implication dans le putsch avorté
Ils sont condamnés avec 3 autres co-accusés à la prison à perpétuité. Le procès a suscité les critiques des défenseurs de la liberté de la presse. Une veillée mortuaire pour les victimes de la fusillade du lycée de Parkland en Floride. Des centaines de personnes, surtout des adolescents, étaient réunis dans le parc de la ville pour rendre hommage aux 17 personnes tuées. L'auteur Nicolas Cruz, âgé de 19 ans, a été inculpé jeudi de 17 meurtres avec préméditation. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Très belle soirée sur RTI1.